Bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureux de vous retrouver après une longue interruption et une semaine de retard. Donc pour ce cours de cette année, j'ai choisi de vous parler de l'espèce. Alors ça peut vous paraître être un sujet assez, trivial, mais en fait, ce qui m'a donné l'idée de ce cours, c'est les nombreuses questions, remarques qui me sont présentées après des interventions publiques, après des conférences. Dans le fond, tout le monde croit savoir ce que c'est qu'une espèce. Et vous allez voir, enfin je l'espère, que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et que ce concept d'espèce, en fait, est un concept qui a été assez long, assez difficile à élaborer, et qui est d'une certaine façon en crise en ce moment, en partie à cause des progrès de la génomique et de la paléogénomique. Alors quand nous avons parlé au cours des années précédentes, et c'est quelque chose, une figure que vous reverrez souvent, d'évolution des hominines, je vous ai présenté cet arbre. Alors, ce n'est pas vraiment un arbre, en fait, c'est plutôt une distribution dans le temps de différents groupes qui forment les hominines, donc le groupe des hommes et de leurs ancêtres et de leurs parents depuis la séparation d'avec les ancêtres du chimpanzé. Eh bien, au fil des décennies, c'est un schéma qui s'est enrichi de plus en plus. On a aujourd'hui à peu près une trentaine d'espèces d'hominines qui ont été identifiées. On a commencé, j'en parlerai tout à l'heure, avec très peu d'espèces, 2 ou 3, et puis maintenant on en a beaucoup. Et dans le fond, une des questions qui se pose, et qui s'est posée particulièrement au cours des dernières années avec le développement de la paléogénétique, c'est est-ce que ces espèces sont vraiment des espèces et vous verrez que c'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre. Ça pose d'ailleurs plus largement la question de savoir ce qu'est une espèce paléontologique. Les espèces vivantes elles-mêmes ne sont pas toujours faciles à délimiter, mais les espèces paléontologiques, vous le verrez, c'est un degré de difficulté supplémentaire. Voilà le plan que je me propose de suivre donc, dans les 6 prochaines leçons que je vais donner dans cet amphithéâtre. Pendant les 2 premiers cours, en fait, il va être question assez peu d'hominines. J'espère que vous ne serez pas trop déçus. Parce qu'en fait, le problème de l'espèce, évidemment, ne concerne pas que les hominines, mais concerne tous les êtres vivants. Et donc, je pense qu'il est important, d'une part, de retracer l'histoire de cette notion d'espèce, savoir comment est-ce qu'on en est venu à la définir, à la comprendre. Et puis, ensuite, dans le cours prochain, je vous présenterai en fait de nombreuses définitions de l'espèce, puisque, encore une fois, je pense que tout le monde a plus ou moins en tête que l'espèce est une communauté d'individus qui peuvent se reproduire entre eux et produire des hybrides féconds, mais vous verrez que, en fait, à côté de cette espèce-là, à côté de cette définition-là, il y a de nombreuses autres définitions de l'espèce, d'ailleurs pour la plupart tout aussi biologiques, si je peux dire, que la plus connue. Et ensuite, on déroulera toute une série de questions à propos de ce concept d'espèce et ce que j'appelle les déboires de l'espèce, c'est-à-dire en fait comment en fait l'application de différentes définitions de l'espèce se heurte à des difficultés. Et ces difficultés, je reviens là-dessus, récemment ont connu un surcroît d'intérêt. Pourquoi ? Bien parce qu'on s'est mis à séquencer le génome de nombreuses créatures et on s'est rendu compte que ce qui paraissait assez simple, eh bien, en fait, était peut-être beaucoup plus compliqué que ça, en particulier la notion que
ce que l'on a longtemps considéré comme des espèces clairement séparées, en fait, étaient capables d'échanger du matériel génétique entre elles, enfin quand elles sont proches, évidemment. Et ça, évidemment, c'est un problème assez sérieux. Et ça nous amènera, alors là, on va revenir plus spécifiquement à l'évolution humaine, à l'évolution des hominines. Ça nous amènera à discuter des mécanismes de la spéciation, parce que, en fait, l'apparition des espèces, ça n'est pas un événement, c'est un processus. Je verrai que c'est un processus qui peut être assez long, qui peut être très rapide, mais qui peut être assez long et qui est assez compliqué. Et c'est très important de comprendre en fait ce qui est en jeu. Et naturellement, cela, ça va nous amener à discuter du nombre d'espèces qui existent au sein des hominines, ce qu'on peut reconnaître comme des espèces ou pas, et comment on peut les reconnaître, si on peut les reconnaître. Puis en fait, dernière question qui est très importante. Si vous avez toujours en tête la diapositive précédente, dans le fond, cet arbre, la plupart de ses branches se terminent en cul-de-sac. Donc l'évolution, c'est en fait une grande histoire d'extinction. Et en tout cas, pour les hominines, cette trentaine de groupes qui ont été identifiés, ils ont tous disparu, sauf nous. Si je peux dire les choses comme ça. Donc il y a une espèce d'homme sur la planète aujourd'hui. Donc voilà un petit peu ce que je me propose de faire dans les 6 semaines qui viennent. Quand nous parlons d'espèces et d'évolution des espèces, évidemment, ce qui vient le plus facilement à l'esprit sont des exemples dans le monde animal et dans le monde végétal, parce que c'est ce qui nous est le plus familier. Mais avant de commencer, je voudrais quand même vous montrer ce schéma-là qui se trouve à gauche et qui vous montre... Alors c'est une forme d'arbre de vie, on en verra d'autres tout à l'heure, qui vous montre la connexion entre tout un tas d'êtres vivants qui existent aujourd'hui et dont la proximité en termes de parenté est représentée par des dichotomies sur cet arbre qui n'est pas vraiment enraciné d'ailleurs. Et je vous montre cet arbre simplement pour souligner le fait qu'on connaît à peu près, on a identifié à peu près 1,5 million d'espèces. Ça, c'est des estimations, personne ne s'est vraiment amusé à compter les espèces une par une. On a identifié à peu près 1,5 million d'espèces, mais on pense qu'en réalité, les espèces qui existent vraiment dans la nature, il y en a au moins 10 fois plus, peut-être même 20 fois plus. Donc on a des estimations du nombre d'espèces, entre 10 et 40 millions d'espèces. Et d'ailleurs, ça dit en passant, on a beaucoup qui sont en train de disparaître avant même qu'on ait su les reconnaître. Alors, comment se fait-il qu'il y a autant d'espèces et autant d'espèces que nous ne connaissons pas ? Eh bien, c'est assez facile à comprendre. Vous voyez que les eucaryotes, c'est-à-dire les êtres vivants qui possèdent des cellules pourvues d'un noyau, alors ça peut être des êtres pluricellulaires comme nous, mais ça peut être aussi des êtres unicellulaires, eh bien, représentent juste ce petit rameau vert ici. Et dans le fond, la vie est représentée par une variété incroyable de micro-organismes, des bactéries, alors en très très grande quantité, toutes sortes de bactéries, et puis des créatures comme les archées, par exemple, qui sont des micro-organismes qui sont adaptés à la vie dans des conditions extrêmes. Et donc, on a sur Terre une variété de formes de vie qui est généralement insoupçonnée par le public, qui, quand on parle vie, pense plutôt à ça. Et nous sommes quelque part là-dedans, un petit rameau, d'ailleurs avec les autres animaux et les plantes. Soit en passant, cette diversité
l'existence de ces formes de vie adaptées à des conditions très, très, très extrêmes, pose d'ailleurs la question de la reconnaissance de la vie, si on la trouvait un jour sur une autre planète, par exemple, en dehors de la Terre en tout cas. Et donc, les gens qui font de l'exobiologie s'intéressent beaucoup justement à ces êtres qui vivent dans des conditions très particulières. Alors, au sein de toutes ces formes vivantes, eh bien, dans le fond, depuis très longtemps, on s'est posé la question de savoir ce qui représentait des entités réelles par opposition à des groupements qui sont des groupements du fait des hommes. Et on va en parler dans quelques instants. Vous verrez qu'en fait, c'est un problème scientifique qui, avant d'être un problème scientifique, a été un problème philosophique déjà dans l'Antiquité, dans le fond, entre cette différence entre la réalité et puis l'interprétation que les hommes font de la réalité. Et on a coutume de dire que, en fait, dans le monde vivant, la seule entité taxonomique qui soit réelle, c'est justement l'espèce, alors que tous les groupements d'espèces de rang supérieur, les genres, les familles, les ordres, les classes, les embranchements, etc., dans le fond, on peut considérer que c'est artificiel. En tout cas, il y a un certain nombre de gens qui pensent que c'est artificiel. Et il y a tout un débat pour savoir, et c'est un débat très ancien, pour savoir si on a des critères, dans le fond, pour grouper des espèces dans des genres, dans des familles, etc. Et évidemment, vous comprenez bien que si ces critères existent, ils peuvent être applicables à l'intérieur d'un groupe particulier. Disons les vertébrés, par exemple, ou les mammifères. Allez. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire comparer une famille de plantes et une famille de mollusques, ou un ordre, et je ne parle même pas des micro-organismes. Donc, on a tendance à penser que l'espèce, c'est la seule unité réelle, et c'est au niveau de l'espèce que s'exercent les processus évolutifs. L'évolution, ce n'est pas une évolution d'un genre dans un autre, c'est une évolution d'une espèce dans une autre espèce, ou dans deux espèces, et c'est ce processus d'évolution des espèces qui peut donner naissance à des groupes de rang supérieur. Alors venons-en maintenant à cette histoire de la notion d'espèce. Ça fait évidemment très longtemps que les hommes se sont rendus compte que dans leur environnement naturel, il y avait des espèces différentes, et d'autant plus que pendant des centaines de milliers d'années, les hommes ont été des chasseurs-collecteurs, et donc ils ont vécu soit par la prédation sur des espèces animales, soit en collectant des végétaux. Et chez les chasseurs-cueilleurs, bien évidemment, il y a une connaissance très très grande du monde vivant. Je veux vous donner juste 2 ou 3 exemples de ça pour que vous gardiez bien cela en tête. Voilà, par exemple, la liste des mammifères qui sont chassés par les sânes. Donc les sânes, ce sont des chasseurs-cueilleurs qui vivent encore, ou qui vivaient encore il n'y a pas très longtemps, avec des modes de vie traditionnels de chasse dans le Kalahari et dans certaines autres régions d'Afrique du Sud. Alors, vous voyez que ces sânes, ils chassent couramment plus d'une trentaine d'espèces de mammifères. En gros, ils chassent à peu près tout entre la taille d'une souris et la taille d'une girafe. Donc, ils ont un spectre de gibier qui est très vaste. Et donc, ils connaissent tous ces animaux, leurs mœurs, ils savent évidemment les reconnaître, les nommer, etc. Et on retrouve cette connaissance du monde sauvage dans, évidemment, toutes les populations de chasseurs-cueilleurs. Je vous donne un autre exemple, alors dans un environnement très très différent, qui est celui des Inuits, dans les milieux très froids. Alors, les Inuits chassent. Alors,
un nombre de mammifères qui est plus réduit que nos SAN. La faune est moins variée au Groenland qu'elle peut l'être en Afrique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que ces chasseurs ont un vocabulaire extrêmement détaillé pour décrire le monde animal. Alors déjà, un vocabulaire pour décrire toutes les parties possibles d'un animal chassé comme l'ours, hein, vous voyez qu'il y a un terme pour désigner la trachée d'un ours, hein, donc c'est très très varié. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que en plus du nom des animaux, il y a tout un système de classification des animaux qui sont groupés dans des catégories. Alors, ces catégories, généralement, elles sont fondées sur le mode de vie des animaux. Est-ce qu'ils vivent dans l'eau? Est-ce qu'ils vivent dans l'eau salée? Est-ce qu'ils volent? Etc. Mais pas uniquement. Par exemple, dans la taxonomie inuite, les poissons et les cétacés, c'est deux choses vraiment différentes, parce que les cétacés, ils remontent à la surface pour respirer, pas les poissons. Donc, ce n'est pas seulement une question d'environnement, il y a aussi des caractères qui sont associés à cette classification du vivant. Et vous allez voir que dans le fond, les biologistes, les naturalistes, quand ils ont commencé à essayer de ranger et de faire l'inventaire de toutes les formes vivantes, eux aussi vont essayer de trouver des caractères pour faire le tri. Alors vous pourriez penser que cette richesse du vocabulaire et cette connaissance du monde vivant par les chasseurs-cueilleurs, elle est essentiellement focalisée sur les animaux, mais en fait non, c'est vrai aussi pour les plantes. Ce travail, c'est une étude qui a été faite il y a quelques années sur les plantes comestibles qui sont utilisées par les Khoisan, toujours en Afrique du Sud. Et vous voyez que ces populations connaissent et utilisent 58 plantes sauvages. Donc ça, c'est une étude dans un groupe qui utilise ces 58 plantes sauvages. Alors, ce sont des plantes comestibles, hein. Ce n'est pas des plantes qui sont utilisées pour extraire de la résine ou Dieu sait quoi, c'est vraiment des choses qui se mangent. Et c'est vrai aussi, je reviens à mes Inuits, dans des environnements qui paraissent beaucoup moins favorables au monde végétal, hein. Donc voilà une autre étude qui a été faite sur des Inuits du nord du Québec, donc deux groupes d'Inuits différents, et ces Inuits, ils utilisent dans leur vie quotidienne 78 plantes différentes, donc 55 plantes vasculaires et 23 non vasculaires. Alors, ce sont des plantes qui sont soit intégrées à l'alimentation, soit beaucoup de plantes qui ont des vertus médicinales qui sont connues et utilisées et nommées. Donc on a chez les chasseurs-cueilleurs depuis très longtemps une grande connaissance du monde vivant et puis une utilisation empirique dans le fond de cette notion d'espèce. Donc ils ont donné des noms à toutes ces créatures qui sont différentes les unes des autres. Avec le passage à des économies de production d'agriculteurs, les choses vont un petit peu changer au néolithique. Alors, au néolithique, la chasse ne disparaît pas complètement, surtout au début du néolithique, elle joue encore un rôle assez important. Mais évidemment, plus on va vers des sociétés qui sont entièrement dirigées vers la production agricole pour la nourriture, et dans le fond, il va y avoir une sorte de, en tout cas pour la plupart des individus, une perte de connaissance de cette variété sauvage. Et donc, dans l'Antiquité, à partir du moment où on a des textes, on se rend compte que là, c'est vraiment une affaire de... Alors, on ne peut pas dire de scientifique vraiment, parce que, dans l'Antiquité, il n'y a pas de frontière vraiment entre la science et puis la philosophie. Donc, c'est quelque chose qui se mêle. Mais on a dans un certain nombre d'ouvrages de philosophes grecs et d'auteurs latins, on a des interrogations sur la notion d'espèce et
listes, des inventaires qui sont faits des créatures vivantes. Alors chez les Grecs anciens, il faut bien noter que déjà dans le vocabulaire, l'homme lui-même est considéré comme faisant partie du monde animal. Alors certes, c'est un animal particulier, mais c'est un animal, et les Grecs font une différence entre le monde animé et le monde non animé, mais dans le monde animé, il y a les hommes et les animaux. Je ne peux pas faire le tour de tous les philosophes grecs pour vous donner leur avis sur la notion d'espèce, mais il y a quand même 2 ou 3 noms qu'il faut citer. Alors d'abord Platon, évidemment, qui dans son allégorie développe parle de cette notion d'espèce et s'interroge sur, il ne s'interroge pas, pour Platon, il y a dans la nature des types permanents, des types réels et universels, et dans le fond, les hommes, eux, se font une image, une idée un peu floue de cette réalité qui transpose dans des concepts qui sont des concepts humains. Donc vous voyez, on revient à cette idée que j'évoquais tout à l'heure de savoir est-ce que les espèces, ça existe vraiment, ou est-ce que les autres groupements d'animaux, ou est-ce que ce sont des créations de l'esprit humain. Et en fait, cette idée, c'est une idée qui va opposer des philosophes grecs et qu'on va retrouver au Moyen-Âge, et vous verrez que c'est d'une certaine façon quelque chose qui est lié aussi, de façon un peu lâche, mais quand même, à la notion de fixité des espèces. Dans le fond, si on est essentialiste comme Platon, c'est-à-dire si on pense qu'il y a vraiment un monde réel qui est éternel et qui est là, on est plutôt fixiste, les espèces existent. Et puis les gens qui plus tard vont être des transformistes, qui vont être plutôt du côté de l'évolution, eux, ils sont plutôt du côté de l'idée que en fait, ces catégories, ces notions, c'est quelque chose d'un peu flou et qui peut changer à travers le temps. Alors, autre auteur grec qui s'est particulièrement intéressé au monde vivant, Aristote, intéressé à beaucoup de choses. Donc, il a écrit de nombreux traités sur le monde animal, en particulier un ouvrage qui s'appelle Histoire des animaux, mais il en a écrit un aussi qui s'appelle Partie des animaux, le mouvement des animaux, la marche des animaux, la génération des animaux. Et donc Aristote range toutes les animaux dans son Histoire des animaux. Il essaie de faire une sorte de classification sur des caractéristiques structurelles objectives, et il crée aussi une sorte de hiérarchie des animaux. Il y a une échelle de la nature en fonction de la complexité ou au contraire du caractère très très simple des créatures auxquelles il s'intéresse. Et dans le fond, cette idée de classification, cette idée d'inventaire, de classification avec des caractères objectifs d'une part, et la notion d'une pyramide des êtres, évidemment avec l'homme au sommet, c'est quelque chose qui, dans le fond, va perdurer jusque pratiquement à l'époque moderne. Donc c'est une influence très très grande. Il faut citer parmi les philosophes grecs, il faut citer quand même quelques noms de gens qui se sont intéressés aux fossiles, à leur interprétation. Alors, dans le monde antique, les fossiles, les dents de requin, les coquillages, les choses comme ça que l'on trouve, sont généralement considérés comme des jeux de la nature, ou alors on a des interprétations un petit peu, bizarres de leur origine. Je sais pas, l'ambre, on pense que c'est de l'urine de lynx qui s'est pétrifiée, les dents de requin, les pointes de flèches néolithiques taillées c'est la foudre qui a provoqué ça. Mais il y a quand même quelques auteurs, et en particulier Pythagore, mais pas seulement, Hérodote, d'autres, qui, en tout cas, reconnaissent que
dans le monde méditerranéen, la présence de coquillages, aujourd'hui on sait que ce sont des coquillages fossiles, qu'on trouve au milieu des terres, voire dans des zones montagneuses, eh bien dans le fond, implique que la mer, autrefois, s'est étendue dans ces contrées-là, où elle a disparu depuis. Et donc, c'est vraiment, enfin, si je peux dire, une racine très très lointaine de la paléontologie. Et au moins, dans la Rome impériale, on a des textes qui nous disent qu'il y a des collections de fossiles, il y a des gens qui ont des sortes de cabinets de curiosité, où, en particulier, on ramène des ossements de grands mammifères fossiles. Quand on trouve des os d'éléphants fossiles, des choses comme ça, bon, en général, on les envoie chez l'empereur, hein, parce qu'on pense que c'est des os de géants ou de héros, de choses comme ça, mais il y a quand même dépendamment de l'empereur, il y a des gens qui gardent tout ça dans des sortes de collections. Et donc, on a une préhistoire de la paléontologie, si je peux dire. Toujours du côté de l'évolution, il faut citer Lucrèce. Alors, Lucrèce, c'est un poète, hein, donc il a écrit un très très long poème qui s'appelle De la nature des choses. Et dans ce poème, il parle de tout un tas de choses, justement, mais il parle de cette notion qu'il y a eu autrefois des espèces qui ont disparu aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce que ces espèces, elles ont dû lutter pour leur survie, et donc il y en a beaucoup d'entre elles qui ont dû périr sans pouvoir parvenir jusqu'au présent, sans laisser de descendance. Et donc ça aussi c'est assez intéressant parce que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur l'importance des extinctions. Donc c'est quelque chose qui porte un peu les germes de ce qui va venir beaucoup beaucoup plus tard et qui s'appellera l'évolution. D'ailleurs Lucrèce dit dans ce poème que alors dans le monde antique il n'y a pas d'évolution, hein. Les espèces elles sont là, elles ne changent pas au cours du temps. Mais Lucrèce, quand même, dit qu'il y a une espèce qui a évolué au cours du temps, et c'est justement l'espèce humaine. Et elle a évolué parce que les êtres humains sont devenus de plus en plus coopératifs. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis leur succès, leur multiplication. Alors, dernier point d'ancrage dans l'Antiquité, Pline l'Ancien. Alors, Pline, il est... J'allais dire, il est très connu à cause de sa mort. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la mort de Pline l'Ancien, mais donc Pline est passionné par... C'est un esprit encyclopédique, hein, il s'intéresse à toute forme de connaissances scientifiques. Et donc, en 79, au moment de l'éruption du Vésuve qui va détruire Herculanum et Pompéi, Pline l'Ancien, il est de l'autre côté de la baie de Naples et il ne peut pas résister. Quand le volcan se met à cracher, il saute dans un bateau et il veut aller voir le volcan de près. Il va le voir de tellement près qu'il ne va pas revenir de cette expédition. Donc il était parti avec ses tablettes pour prendre des notes. Alors c'était aussi un peu pour aider les gens qui étaient en difficulté, mais il n'en est pas revenu. Alors, à part sa mort célèbre, si je peux dire, qui a été rapportée par son neveu, Pline le Jeune, dans une lettre à Tacite, Pline l'Ancien est surtout connu par les ouvrages qu'il a publiés. Alors, il a écrit énormément de livres, alors, de tous les livres qu'il a écrits, il y en a un seul qui est parvenu jusqu'à nous, c'est une histoire naturelle. Mais il a écrit des tas de choses. Il a écrit des livres sur... il a été militaire, il a écrit des livres sur comment lancer un javelot. Il y a un livre sur comment lancer un javelot. Et il a écrit énormément de choses, Pline. Alors, son ouvrage sur l'histoire naturelle, il faut bien entendre ce terme d'histoire naturelle, c'est un peu...
j'allais dire, l'encyclopédia Britannica de l'époque. Hein. C'est-à-dire, c'est pas seulement ce que nous, on appelle de l'histoire naturelle, c'est absolument tout. C'est la Terre, le Soleil, les planètes, les propriétés des éléments, tout un tas de choses. La géographie, enfin, énormément de choses. Mais il y a une grande partie qui est consacrée au monde animal et au monde végétal. Et donc, Pline a écrit, enfin, il a fait une compilation de tas de choses qu'on connaissait à son époque. Alors, on dit qu'il a consulté plus de 2000 ouvrages de centaines d'auteurs différents. On raconte qu'il avait un esclave qui lui lisait des ouvrages et lui prenait des notes. Et grâce à ça, il pouvait écrire énormément. Ça devait être très commode. Alors, évidemment, cet inventaire des espèces et des animaux ou des plantes que Pline l'Ancien fait souffre justement de ce caractère un peu compilatoire de son œuvre. Parce que dans le fond, il n'y a pas vraiment de distance critique. Hein. Il prend un petit peu à tout le monde, Hérodote, à d'autres. Il ajoute tout ça. Et par exemple, il y a des tas de créatures en fait imaginaires hein, qui sont citées par Pline comme faisant partie du monde réel. Et dans le fond, même s'il essaie quand même, encore une fois, de trouver des caractères qui permettent de grouper tous ces êtres, tout ça reste un petit peu confus. On va sauter assez vite, si je peux dire, au-dessus du Moyen-Âge, qui dans le fond va être l'héritier de ces débats qui ont existé dans l'Antiquité. Et en particulier, entre le XIIe et le XIVe siècle, il va y avoir une résurgence de ce débat que j'ai évoqué à propos de l'Antiquité, entre ce qu'on va appeler le réalisme et le nominalisme. Alors, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire, est-ce que les catégories que l'on nomme sont des catégories qui existent réellement dans la réalité du monde, ou est-ce que ce sont juste une espèce de projection que les hommes mettent là-dessus? Et dans ce débat, qui est un débat connu sous le terme de débat des universaux notamment, eh bien, ce sont les nominalistes qui vont prendre le dessus. Alors, il y a tout un tas de noms qu'on pourrait citer, mais disons que le chef de file, si je peux dire, de ces nominalistes, c'est Guillaume d'Occam, donc, qui est un philosophe anglais qui a une très très grande importance, hein, dont en particulier on utilise encore aujourd'hui certains principes logiques, le principe du rasoir d'Occam, voilà, c'est cet Occam-là. Et donc, voilà, pour Occam, dans le fond, il y a des individus, ça c'est clair, mais après, les groupements d'individus auxquels on donne des noms, ça c'est du nominalisme, donc ce sont des noms que les hommes donnent à ces groupements. Et voilà, on peut voir là-dedans, dans le fond, un petit peu le ferment quand même de ce que va être le transformisme plus tard, c'est-à-dire ce caractère un petit peu flou, dans le fond, des catégories vivantes, la notion que ces catégories vivantes, peut-être non seulement elles ne sont pas si naturelles que ça, si bien définies que ça, mais en plus qu'elles peuvent changer au cours du temps ou en fonction de la perspective que l'on a sur elles. Et des transformistes comme Lamarck, qui vont être vraiment à la base de ces idées d'évolution. On n'utilise pas le terme d'évolution encore, même à l'époque de Lamarck, mais eh bien, sont dans le fond, d'une certaine façon, les héritiers de cette pensée. Quand on arrive au XVIIe siècle, je vous ai dit qu'on sautait au-dessus du Moyen-Âge assez vite, donc quand on arrive au XVIIe, XVIIIe siècle, on va vraiment rentrer dans les choses sérieuses, c'est-à-dire que le travail qui avait été entrepris par des Plines et d'autres va être repris
par des naturalistes qui vont vraiment se lancer de façon systématique et très organisée dans l'inventaire des espèces. Et j'insiste là-dessus parce que c'est important. À l'origine, cet inventaire des espèces et ces premières classifications qui sont scientifiques, eh bien, c'est quelque chose qui se fait dans un monde où les espèces n'évoluent pas. C'est-à-dire, c'est quand même voilà, un inventaire des espèces qui existent. Alors, le premier nom que je voudrais vous citer, c'est celui de John Ray, qui est un naturaliste anglais. Alors, surtout un botaniste. Vous allez voir que la botanique joue un très grand rôle dans cette évolution de la notion d'espèce et même dans l'émergence du transformisme. Alors John Ray, je pense qu'il est vraiment important à garder en tête parce que, dans le fond, c'est lui le premier qui va proposer une définition qu'on pourrait dire moderne de l'espèce, dans laquelle il est question d'interfécondité entre les individus, puisque donc John Ray propose que l'espèce soit une unité systématique qui réunit des individus vivants capables de se croiser entre eux et de donner naissance à une progéniture féconde. Et dans le fond, depuis vous voyez, le XVIIe siècle jusqu'au XXe, on est quand même resté essentiellement centré sur cette définition-là de l'espèce. Alors Ray, c'est je vous l'ai dit, surtout un botaniste, c'est vraiment le père de la botanique britannique. Il a écrit des ouvrages, évidemment, sur les plantes, et surtout, il a commencé à classer les plantes en fonction de la forme et de la structure de leurs fruits ou de la constitution de leurs fleurs, du nombre de pétales, etc. Et en particulier, c'est lui qui est le premier à proposer la division entre monocotylédones et dicotylédones parmi les plantes. Et de la même façon, il a fait une classification des oiseaux, il a fait une classification des poissons. Et dans le fond, ces classifications de John Ray vont être reprises en grande partie par quelqu'un qui est beaucoup plus connu que John Ray, qui est Carl Linné. Et donc Carl Linné, je pense que vous connaissez tous son nom. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps lors de ma conférence inaugurale. Donc Carl Linné, c'est avec Buffon, dont on va parler dans un instant, un des deux grands maîtres de l'inventaire du vivant au XVIIIe siècle. Alors ce Carl Linné, c'est un Suédois, c'est un fils de pasteur, je précise parce que ça a une certaine importance, parce que Linné, il est toujours dans le créationnisme. C'est Dieu qui a créé les espèces, et les espèces, elles ne bougent pas. Donc c'est un bon fils de pasteur suédois. C'est un médecin, c'est un botaniste. Il va beaucoup voyager, il va prendre contact avec beaucoup de collègues, enfin de naturalistes en Europe. Et donc, en grande partie grâce à eux, d'ailleurs, il va faire cet inventaire, faire cette description, dans le fond, de l'essentiel des espèces vivantes qui étaient connues à son époque, en s'appuyant sur des observations de tout ce réseau. D'ailleurs, ça sera vrai pour d'autres auteurs qu'on va citer, ces gens qui écrivent des 3000 pages, 16 volumes. En fait, en général, ils n'écrivent pas 16 volumes. Ils compilent des descriptions que des tas de gens leur donnent, et puis ils arrivent à produire ces ouvrages. Alors, ce qui est l'ouvrage le plus connu de Carl Linné, c'est un ouvrage qui s'appelle Systema Naturae. Et donc, dans ce système de la nature, il propose un inventaire systématique et organisé sous forme d'une classification de près de 10 000 espèces animales, végétales.
encore une fois, toujours dans une perspective fixiste. Et cet ouvrage va connaître de multiples éditions. Il commence à le publier en 1735. C'est un tout petit, une espèce de tout petit fascicule. Puis il va y en avoir tout un tas d'éditions, en particulier l'édition numéro 10 dont on va parler, qui est la plus connue. Et donc, c'est un ouvrage qui va prendre de plus en plus d'amplitude, qui va être réédité de nombreuses fois. Et donc, dans cet ouvrage, je vous ai dit, il propose non seulement un inventaire, mais surtout une classification. Et j'ai fait allusion déjà à cette édition, cette 10e édition de son Systema Naturae. Cette 10e édition, c'est 2 volumes, un volume publié en 1758 et un volume publié en 1759. Il y a 2 choses qui sont vraiment très importantes dans cette édition de 1758-59. D'abord, le titre. Alors, le titre, c'est donc, enfin, je traduis, puisque tout est en latin. Donc, c'est Système de la nature en 3 règnes de la nature, divisés en classes, ordres, genres et espèces, et les caractères, les différences, les synonymes et les localisations. Donc, on est là dans ce système emboîté de classes, d'ordres, de familles, de genres, d'espèces, etc., qui est le système que les taxonomistes actuels utilisent. Donc, cette terminologie, enfin, ce mode de classement, c'est un mode de classement alors, qui a été critiqué. Je connais des gens qui sont assez remonté contre Linné, mais c'est quelque chose qui est utilisé de façon quotidienne et qui a connu, en particulier au XIXe siècle, qui a vraiment connu un très grand succès. En gros, tous les naturalistes ont adopté ce système-là. Et dans ce tome 10 de son Systema Naturae, il utilise ce qu'on appelle la nomenclature binomiale ou binominale, on dit aussi, c'est-à-dire le fait de désigner les espèces par un nom de genre et un nom d'espèce, Homo sapiens, Homo erectus. Donc le deuxième terme, c'est un terme qui désigne l'espèce à l'intérieur d'une catégorie plus grande qui est le genre. Et donc c'est dans cette édition... Alors en fait, il avait déjà utilisé ce système dans un ouvrage antérieur qui était un ouvrage sur les plantes, mais là, dans son Systema Naturae, il l'étend. Et puis, encore une fois, il essaie quand même de trouver à chaque fois des caractères qui permettent de rattacher une espèce à un genre à une famille. Mais vous allez voir que, en fait, dans les générations qui vont suivre, ce qui va faire débat, c'est quels caractères peut-on utiliser et comment utiliser ces caractères. Alors, l'autre grand maître de l'inventaire, c'est Buffon. Alors lui, Buffon, bon, c'est pas le même style, c'est pas un fils de pasteur suédois. Il est intendant du jardin du roi, vous voyez, d'ailleurs, il n'est pas habillé comme un pasteur du tout. Alors lui, il écrit aussi une histoire naturelle qui est absolument monumentale, 36 volumes. Donc les 3 premiers sont publiés en 1749, donc c'est vraiment un contemporain de Linné. Alors pareil, l'histoire naturelle de Buffon, ça va être un succès d'édition incroyable. Il va y avoir des éditions successives. Moi, j'en ai une chez moi qui date du 19e siècle. Je ne sais même pas combien d'éditions de Buffon il a pu exister parce qu'il a été réédité constamment. C'est un peu la même technique que Linné, c'est-à-dire que voilà, il met à contribution des tas de gens pour lui fournir des listes, des descriptions, etc. Puis lui, il colle tout ça ensemble. Et puis surtout, il illustre, enfin, il fait illustrer de façon absolument magnifique ces ouvrages. Je ne sais pas si vous avez déjà eu entre les mains des éditions de l'histoire naturelle de Buffon, mais c'est un ouvrage absolument magnifique. Il y a des planches extraordinaires. Et
encore une fois, c'est un petit peu comme pour les auteurs antiques, hein, ne vous trompez pas sur le terme histoire naturelle, parce que cette histoire naturelle couvre en fait une variété de sujets extraordinaires, en particulier dans les premiers volumes, il parle de l'histoire de la Terre. D'ailleurs, une des choses qui est très connue à propos de Buffon, c'est que c'est un des premiers qui va tenter de faire une estimation de l'âge de la Terre. Il y a une partie qui est consacrée aux minéraux, il y a des tas de choses, il y a beaucoup de choses sur les animaux domestiques aussi. Et puis, ça n'est pas seulement un inventaire, parce qu'il y a quand même beaucoup de descriptions anatomiques, donc du squelette, des organes internes, etc., pour chaque type d'animaux. Buffon n'adopte pas du tout le système de Linné, hein, donc il n'utilise pas la nomenclature binominale, il utilise des termes vernaculaires pour désigner toutes ces espèces. Et dans le fond, évidemment, il sent bien que Linné, c'est son concurrent, hein, donc il est assez critique en fait, hein, vis-à-vis de Linné. Et en particulier, il est critique parce que, dans le fond, il ne croit pas trop qu'on puisse faire une classification des espèces comme le fait Linné, parce que ce qu'il dit, c'est que, en fait, il existe des êtres intermédiaires qui est une sorte de gradation, et que, dans le fond, les classifications qu'on va faire sont arbitraires à cause de ça. Vous voyez, on revient toujours à cette idée de savoir est-ce qu'il y a des entités fixes ou est-ce qu'il y a un flou qui les entoure. Alors, Buffon, lui aussi, pense que l'espèce, c'est une succession continue d'individus qui peuvent se reproduire entre eux, mais il se pose quand même la question de savoir s'il peut y avoir une transformation des espèces. Alors, on présente parfois Buffon comme une sorte de précurseur du transformisme. C'est peut-être un petit peu exagéré parce que ce qui est curieux chez Buffon, c'est qu'il a des éclairs de génie, si on peut dire, mais aussi des retours en arrière. Il hésite toujours un petit peu à se montrer trop affirmatif. Il s'intéresse beaucoup aux animaux domestiques. Alors, il a remarqué que la version, il y avait souvent une version sauvage de la version domestique, et lui, il voit les versions domestiques comme une dégénérescence en fait, des espèces sauvages. Mais vous voyez qu'il y a cette idée quand même de transformation. Et il ne va jamais aller beaucoup plus loin que ça. Alors pendant un moment, il pense que l'âne, c'est une dégénérescence du cheval. Voilà, il fait des tas il propose tout un tas de spéculations de ce genre-là. Et il se dit, mais est-ce que dans le fond, on ne pourrait pas expliquer toute la variabilité des espèces comme ça? Mais en fait, ce qui l'arrête en chemin, si je peux dire, c'est le fait qu'il n'existe pas dans la nature ces variétés intermédiaires qui pourraient, dans le fond, apporter un argument absolument incontournable à cette notion d'évolution. Donc en gros, il en reste à l'idée que, oui, il peut y avoir une dégénérescence de certaines espèces qui vont perdre certains caractères, et puis voilà, ça va donner des choses comme ce petit cochon de lait. Au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, donc juste après la Révolution française, donc là on va basculer dans un monde complètement différent. On est toujours avant l'évolution, avant le transformisme, mais là on commence à être vraiment à la limite. Je vous ai dit, Buffon, il commence à avoir des questionnements là-dessus. Et on va avoir, au tout début du XIXe siècle, à Paris, trois naturalistes qui vont travailler au Muséum national d'histoire naturelle, qui sont vraiment des personnalités extraordinaires, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, Georges Cuvier, et puis
Lamarck, dont on va parler dans un moment. Alors, ces gens-là, ils sont contemporains, ils se connaissent très bien. Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier sont amis. En fait, c'est Geoffroy Saint-Hilaire qui fait venir Cuvier à Paris, qui le fait rentrer, si je peux dire, au muséum. Ils sont très liés. Je crois que Cuvier habite chez Geoffroy Saint-Hilaire, au début même. Mais alors, sur le long terme, ça va se gâter quand même. C'est-à-dire qu'au début, ces gens-là vont travailler ensemble. Donc, Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier en particulier vont produire plusieurs ouvrages ensemble. Cuvier, je pense, intègre certains travaux de Lamarck, par exemple, dans ses classifications, etc. Donc, au début, tout se passe bien, mais ça va, si je peux dire, tourner assez mal. À la fin de leur existence, Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier vont s'opposer de façon assez forte. En particulier, il y a une dispute, un débat devant l'Académie des sciences. Tout ce monde-là est à l'Académie des sciences. Pour dire les choses simplement, sur le plan scientifique, c'est Cuvier qui a tort, parce qu'en fait, Cuvier, même si on va revenir là-dessus dans un instant, est considéré comme un des pères de la paléontologie, mais en fait, Cuvier ne croit pas du tout à l'évolution, c'est un fixiste, alors que tous ces gens-là, Geoffroy Saint-Hilaire, mais alors encore beaucoup plus Lamarck, eux sont déjà sur la pente, de l'évolution. Mais c'est Cuvier qui a le dessus. Alors vous voyez, Cuvier, là j'ai choisi un portrait avec, il a beaucoup de médailles, donc c'est vraiment... Cuvier, il finit, il est baron, il est pair de France, il est vraiment... il est riche. C'est vraiment une réussite sociale absolument extraordinaire. Il va avoir... Encore une fois, dans les débats, il va avoir le dessus sur donc c'est un peu un apparatchik, si vous voulez. Et les autres sont plus un peu avant-gardistes. Donc il va quand même avoir le dessus sur Geoffroy Saint-Hilaire et encore plus sur Lamarck. Il y a des épisodes assez tristes avec Lamarck. Alors, Cuvier, on le connaît beaucoup en tant que paléontologue. Je vais donner un exemple de ça. Mais quand même, il ne faut pas oublier que Cuvier, ça a surtout été quelqu'un qui a produit ce qu'on se faisait de mieux en fait, au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe, début du XIXe, en termes de classification des êtres vivants. Donc lui, il reprend le système linnéen, donc règne, ordre, classe, genre, espèce, etc. Il crée même des divisions intermédiaires, et puis il essaie vraiment de réunir tous les êtres vivants qu'on connaît, ce que Linné n'avait pas vraiment réussi à faire dans sa classification. Et puis il essaie de dépasser le reproche que, vous vous souvenez, Buffon faisait à Linné. Dans le fond, Buffon disait oui, mais il y a des êtres intermédiaires qui va être un peu difficile de classer si on a une classification très rigide. Et puis surtout, Buffon avait mis le doigt sur un problème des classifications de Linné, c'était que, dans le fond, et ça remonte à John Ray et aux autres, c'est-à-dire pourquoi on va choisir le nombre de pétales ou la forme des étamines ou Dieu sait quoi pour classer les plantes, par exemple. Dans le fond, ces caractères sont des caractères qui ont l'air un petit peu arbitraires. Et dans le fond, qu'est-ce qui doit prévaloir? Est-ce qu'on va prendre les organes reproducteurs ou autre chose? Et donc, Cuvier, lui, dans ses classifications, il fait un très gros effort pour hiérarchiser les caractères. Et donc ça, c'est une chose qui est très importante, c'est-à-dire que Cuvier, dans le fond, dit non, tous les caractères ne se valent pas, et donc il y a des caractères qui sont des caractères importants qu'on va utiliser pour définir, par exemple, des ordres, ou même des genres, des choses comme ça, et puis des caractères mineurs qu'on va utiliser pour les espèces.
Évidemment, Cuvier, bon, il est resté très célèbre comme paléontologue. Alors j'ai oublié de vous dire, donc je dis qu'il était baron pair de France, il était aussi professeur au Collège de France, soit dit en passant. Hein. Donc c'était une de ces médailles là que vous avez vues, c'était ça. Et alors Cuvier, il s'intéresse aux fossiles, et c'est assez curieux quand même parce que dans le fond, il a été un des grands inventeurs de l'anatomie comparée appliquée aux fossiles avec Geoffroy Saint-Hilaire. Hein, vous allez voir, on va parler de Geoffroy Saint-Hilaire dans un instant et de ce qu'il a apporté. Mais en même temps, Cuvier est je vous l'ai dit, c'est un traditionnel, hein, c'est un fixiste. Alors, soit en passant, je crois que lui aussi, il était destiné à devenir pasteur par ses parents. Hein, donc il a... Et donc, bien qu'il s'intéresse aux fossiles, il ne croit pas à l'évolution. Et dans le fond, l'idée de Cuvier, c'est qu'il y a des créations successives. Donc, Dieu crée des espèces, et puis de temps en temps, il y a des catastrophes qui les font toutes disparaître. Et donc, la succession des étages géologiques que les géologues de l'époque ont commencé à reconnaître, eh bien c'est ça, c'est une succession de déluges, de désastres, alors peut-être probablement provoqués par Dieu, hein, qui éliminent toutes les espèces, et puis hop, il y a une nouvelle création, donc c'est vraiment des créations successives, et ce modèle a prévalu hein, à la fin du XIXe siècle, en tout cas en France. Et donc, c'est ce modèle catastrophisme. Mais alors, en même temps, il utilise tous ses talents d'anatomiste comparé pour l'étude des fossiles. Et il faut bien se remettre dans l'époque. Hein, deuxième moitié du XIXe siècle, c'est le Second Empire, Haussmann. Hein, donc, on est en train de ravager Paris pour construire des immeubles nouveaux. Partout, on creuse des nouvelles avenues. Et donc, il y a une activité en particulier, on a du mal à imaginer ça aujourd'hui, mais il y a une activité de carrière dans Paris pour trouver des matériaux. Et en particulier, on extrait énormément de plâtre, parce qu'il faut du plâtre dans les immeubles haussmanniens pour faire ces magnifiques moulures. Et donc, il y a des carrières de gypse, à Montmartre en particulier. Donc, la place Blanche est blanche parce qu'on extrait du gypse de Montmartre, pas seulement de Montmartre. Et voilà, on trouve des fossiles extraordinaires dans ces carrières. Alors ça, c'est pas à Montmartre, c'est à Vitry. Vous pouvez aller au muséum voir ce squelette de Paléotherium. C'est un tapir qui a vécu dans la région parisienne à l'époque où s'est formé le gypse. Et alors, Cuvier, littéralement, bluffe tout le monde parce que, je vous l'ai dit, il met en œuvre ses talents d'anatomiste. Alors, il y a un épisode qui est resté très, très célèbre, c'est celle de cette fameuse sarrigue. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sarrigue? C'est un tout petit squelette comme ça qui est trouvé à Montmartre. Il arrive au muséum, Cuvier commence à le faire dégager, il étudie la denture, c'est minuscule, hein, il étudie la denture et il dit c'est un marsupial, c'est une sarrigue, et donc quand on va continuer à le dégager, on va trouver des os marsupiaux qui caractérisent les marsupiaux, ils ont une poche pour leurs petits. Et donc, c'est génial, il fait un dégagement en public. Donc, c'était vraiment, il était doué pour la com aussi. Hein. Donc, il fait un dégagement en public, et donc, en public, voilà, les os marsupiaux de la sarrigue sont dévoilés par Cuvier. Donc, tout le monde est absolument ébahi. Alors bon, maintenant, on sait que ce n'est pas une sarrigue, en fait, mais quand même, ça reste un animal assez proche. Alors, un mot de Geoffroy Saint-Hilaire, juste pour dire, je vous ai dit qu'il avait eu à la fin de leur
Carrière, ces débats et ces désaccords avec Cuvier autour du transformisme. Alors, le grand apport de Geoffroy Saint-Hilaire, c'est l'idée de, comment dire, de l'interconnexion qui peut exister entre différents organes et le fait qu'il y a d'une espèce à l'autre, il y a des homologies, des analogies. Il parle d'analogie, plus tard on va appeler ça des homologies en biologie. C'est-à-dire que dans le fond, l'idée de Geoffroy Saint-Hilaire, c'est qu'il ne se crée pas vraiment des organes nouveaux, c'est plutôt des transformations d'organes qui donnent naissance à des structures nouvelles. Alors l'exemple que tous les étudiants en paléontologie connaissent, c'est l'histoire des osselets de l'oreille moyenne. Donc ces osselets de l'oreille moyenne que vous et moi nous avons, eh bien en fait ce sont des os qui étaient autrefois une partie de la mâchoire inférieure des vertébrés et qui ont été graduellement, migré dans le crâne. Ça se passe chez des reptiles de l'ère secondaire. Et donc, ils vont être incorporés à l'oreille moyenne, ils vont donner les osselets de l'oreille moyenne. Et bon, vous et moi, nous avons un seul os à la mandibule, mais ce n'est pas le cas chez un poisson ou chez un crocodile. Et donc, Geoffroy Saint-Hilaire décrit très très bien ça. Il montre comment ces éléments se transforment. Et alors, vous voyez bien pourquoi, dans le fond, Geoffroy Saint-Hilaire, à cause de tous ses travaux sur l'analogie qui va devenir l'homologie, dans le fond, il est sur la pente glissante du transformisme. Parce qu'il voit bien comment on peut passer d'une forme anatomique à une autre. Alors, on en arrive donc à ce fameux transformisme. Donc le troisième personnage du Muséum d'histoire naturelle au début du XIXe siècle, c'est Jean-Baptiste de Lamarck, j'allais dire ce pauvre Jean-Baptiste de Lamarck. Pauvre parce que lui, il a une trajectoire personnelle qui est beaucoup moins brillante que celle de Cuvier, vous allez voir. Alors Lamarck, il travaille au muséum à la classification des mollusques. Donc il range tous ces coquillages, il en fait l'inventaire. D'ailleurs, je vous ai dit, il contribue d'ailleurs à certains des travaux de Cuvier. Et dans le fond, en classant tous ces coquillages, lui, justement, il voit ces formes intermédiaires que Buffon ne voyait pas. Et pourquoi ? Parce que non seulement il a des coquillages actuels, mais il y a si vous allez au Muséum d'histoire naturelle, vous en verrez, il y a des millions de coquillages fossiles de l'ère tertiaire dans le bassin parisien en particulier. Quand j'étais adolescent, j'ai passé bien des après-midi à aller en ramasser dans les carrières à droite à gauche. Et donc, quand on étale tous ces mollusques sur une table, eh bien, on voit très très bien comment, au cours du temps, on a une transformation qui fait qu'on passe d'une espèce à une autre. Donc ces espèces qu'on a nommées parce qu'on les a reconnues dans le registre fossile, lui, il voit comment elles se modifient au cours du temps. Et Lamarck, donc, est vraiment... Alors, bon, on le présente parfois comme le père du transformisme. Bon, en réalité, vous avez compris, le transformisme, c'était une idée qui était dans l'air, en fait, au début du XIXe siècle. C'est souvent comme ça en science, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui porte l'idée, si je peux dire, mais souvent c'est une idée qui commence à être partagée par beaucoup de monde. Alors, on n'a pas vraiment rendu justice, je trouve, à Lamarck, en particulier à cause de Cuvier, parce que dans le fond, on a un peu caricaturé sa pensée. Dans le fond, on accuse Lamarck d'avoir expliqué l'évolution par une transmission des caractères acquis par les individus. Et donc, si telle espèce était obligée d'acquérir tel ou tel comportement ou développer tel ou tel caractère, eh bien, elle allait transmettre ça aux générations suivantes.
Alors en fait, il faut dire que cette idée de la transmission des caractères acquis, ce n'est pas vraiment une idée de Lamarck en réalité, c'est une idée qui était assez partagée par tout le monde en fait au début du XIXe siècle. Donc c'est un peu injuste de faire apporter à Lamarck le poids de cette histoire de transmission des caractères acquis. En fait, Lamarck, ce qui l'intéressait, c'était pas ça, c'était vraiment il voulait vraiment comprendre de façon globale la biologie. Il voulait comprendre ce que c'était la vie, comment ça fonctionnait, et comment fonctionnait ce transformisme. Et donc son idée sur le transformisme, c'est qu'il y a en fait deux mécanismes qui sont à l'œuvre. Il y a un mécanisme de complexification des organismes à travers le temps qui est dû à une sorte de dynamique interne, et puis donc qui enrichit l'organisme de fonctions nouvelles, choses comme ça, et puis une diversification de ces organismes en fonction du milieu, en fonction des circonstances. Et ça, c'est vraiment, en fait, l'adaptation, ce qu'on appelle l'adaptation aujourd'hui. Donc, c'était ça les grandes idées de Lamarck. Alors, malheureusement, je vous ai dit, il a été caricaturé. Et alors, il y a un épisode qui est assez triste, c'est que quand Lamarck est mort, c'est Cuvier qui a fait son éloge à l'Académie des sciences. Et alors, l'éloge de Lamarck par Cuvier, ça a été une exécution. Il a vraiment démoli complètement Lamarck. Encore une fois, vous savez, la science, c'est pas toujours une vallée de roses. Hein. Et donc, en particulier, il a mis l'accent sur cette idée de caractère acquis qui était transmis aux générations, en gros en disant, oui, voilà, les girafes, c'est parce qu'elles ont envie d'avoir le cou plus long que leur cou grandit, etc. Et alors, cette caricature des idées de Lamarck a été en particulier traduite en anglais. Et donc, alors les Anglais, ils avaient Darwin. Hein, et donc, ça a contribué, en fait, à cette image un peu négative de Lamarck qui est assez injuste. Alors, les girafes. Donc, Darwin, c'est quand même la génération d'après, hein, d'après Lamarck. Donc, Darwin, il parle de Lamarck dans ses ouvrages, il le cite. Bon, dans sa correspondance, il n'a pas une opinion très, très haute de Lamarck. Je n'ai pas le temps de vous faire toute l'histoire de Darwin que vous trouverez assez facilement, et c'est très, très connu. Dans le fond, Darwin, il reprend le flambeau du transformisme, et le grand apport de Darwin, c'est non pas d'avoir, entre guillemets, inventé l'évolution, puisqu'il y avait d'autres auteurs comme Lamarck, justement, qui, eux, étaient déjà dans cette idée de la transformation des espèces à travers le temps, mais c'est vraiment d'avoir proposé un mécanisme pour l'évolution. Et ce mécanisme, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a une variation des individus au sein des espèces, et que dans cette variation des individus, eh bien, certains sont avantagés par rapport à d'autres. Alors là, c'est un petit peu extrême, vous voyez, cette pauvre petite girafe qui n'a pas le cou assez long, elle meurt. Dans la réalité, en fait, le fait que des individus transmettent moins leur caractère à la génération suivante, ça peut être lié simplement au fait que leur succès reproductif est moins important. Et dans d'autres ouvrages, alors il publie tout ça en 1859 dans un ouvrage très célèbre qui s'appelle « De l'origine des espèces par voie de sélection naturelle ». Soit dit en passant, il publie cet ouvrage un petit peu en catastrophe parce qu'il y a un autre biologiste anglais qui s'appelle Alfred Wallace qui a à peu près découvert la même chose, et Wallace a publié un article. Et donc là, il y a, un petit peu, ça aussi c'est quelque chose qu'on trouve assez souvent en science. Hein. Donc Darwin et Wallace, d'ailleurs, ils sont en contact, hein, mais Darwin se dépêche de finir son bouquin sur lequel il travaille depuis très longtemps parce qu'il sent qu'il va se faire griller à la dernière minute par Wallace. Et donc,
il publie cet ouvrage. Alors, il tire argument de ce qu'on sait de la sélection artificielle des animaux domestiques, il tire argument de tas de choses qu'il a appris sur la variation des espèces vivantes, sur la paléontologie aussi. Et dans le fond, voilà, il propose ce mécanisme de la sélection naturelle. Et c'est ça le grand apport de Darwin. Ce n'est pas l'évolution, c'est plutôt la sélection naturelle. Ce qui est vraiment important avec Lamarck, avec Darwin, avec Wallace, etc., c'est que dans le fond, on commence à penser l'espèce de façon dynamique dans le temps. Et ça, c'est un énorme changement. J'ai insisté depuis le début de mon exposé sur le fait que, dans le fond, jusqu'au XVIIIe siècle, les espèces, elles sont fixes. Donc on se pose des questions sur comment on va les classer, comment on va les ranger, est-ce qu'il y a des caractères qui permettent de les grouper, etc. Mais là, maintenant, c'est complètement différent. Vous voyez, déjà, en 1815, Lamarck, il a, dans un de ses ouvrages, il propose une succession, un ordre de formation des espèces animales, alors du plus simple vers le plus compliqué. Et puis on a alors ces manuscrits, c'est pas publié, mais dans un manuscrit de Darwin de 1837, on a la première représentation, enfin, ce qu'on pense être la première représentation, en tout cas par Darwin, d'un arbre, ce qu'on va appeler beaucoup plus tard un arbre phylogénétique ou un arbre de vie. Et ça, cette image, qui est aussi un arbre, eh bien, c'est une illustration de l'origine des espèces de 1859, et c'est d'ailleurs la seule illustration de cet ouvrage. Et pourquoi c'est vraiment important ? Eh bien, parce qu'on revient à cette notion qui est débattue depuis l'Antiquité, c'est-à-dire que peut-être que ce que nous, on croit être quelque chose de clairement défini, de naturel, d'essentiel, eh bien, en fait, ça ne l'est pas. C'est quelque chose qui est flou, qui est mouvant. Alors, mouvant dans le temps, mais mouvant quand même. Et donc, voilà, il y a cette idée qu'il va falloir penser les espèces comme quelque chose qui a une dimension spatio-temporelle. Et dans le fond, c'est la source de tous nos problèmes. C'est-à-dire que vous verrez la prochaine fois, et encore plus la fois d'après, que, dans le fond, cette dimension temporelle des espèces, ça va être un problème majeur. Parce que, par exemple, la notion d'interfécondité, de capacité à se reproduire et à donner naissance à des produits féconds, eh bien, c'est absolument inapplicable dans le temps. On ne peut pas décider que l'espèce qui vit là au stade 1, eh ben, elle est interféconde avec celle qui vit quelques millions d'années plus tard. Et on reviendra là-dessus. Alors, à la fin du XIXe siècle, ça va être quand même graduellement le triomphe de Darwin. Il y a quand même de plus en plus de gens qui vont se rallier à ces idées. On pourrait passer des heures à parler de cette histoire tout à fait passionnante. C'était vraiment un moment formidable pour être naturaliste, le XIXe siècle. Alors, il y a quand même un personnage que je veux citer, c'est Ernst Haeckel. C'est pas lui, c'est l'autre là. Donc ça, c'est Haeckel avec son assistant aux îles Canaries en train de ramasser des organismes marins. Donc Haeckel, c'est un savant allemand, il est de Iéna. Si vous allez à Iéna, il faut aller visiter le musée Ernst Haeckel, c'est absolument passionnant. C'est un monstre, Haeckel. Il a décrit des milliers d'espèces d'organismes marins, il a publié une quantité absolument insensée d'ouvrages, d'articles, alors en plus illustrés de façon absolument incroyable. Enfin, une seule planche d'un bouquin d'Haeckel, c'est tout à fait incroyable. Et Haeckel, donc lui, sur le continent européen, c'est le grand avocat de Darwin, et Haeckel, lui, va repenser la classification en prenant en compte cette dimension spatio-temporelle des espèces
Et c'est ça qui est la grande nouveauté, c'est-à-dire que maintenant, la classification, ça n'est plus un tableau avec des cases, des colonnes et des boîtes, c'est un arbre. Et dans le fond, maintenant, l'idée qu'on va se poser constamment, c'est comment est-ce qu'on crée une classification qui rend compte de cet arbre. C'est-à-dire que ce qui va faire qu'on va grouper ensemble des espèces, des genres, des familles, etc., eh bien, c'est dans le fond l'existence d'ancêtres communs. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors on s'appuie sur tous les caractères, je ne veux pas trop me répéter, mais vous vous souvenez que déjà Cuvier, il a essayé de hiérarchiser les caractères, plutôt que de les prendre un petit peu en vrac, comme Ray ou comme Linné même. Donc Haeckel continue dans cette voie-là. Et alors Haeckel, il s'appuie aussi sur d'autres disciplines, en particulier l'embryologie, avec l'idée que dans le développement des individus, on retrouve une partie de l'histoire de leur évolution passée. L'idée d'Haeckel, c'est quoi? C'est que quand on prend Schwein, c'est un petit cochon, et puis ça, c'est Mensch, c'est un petit homme. Eh bien, quand on regarde le passé embryonnaire d'un petit cochon et d'un homme, eh bien, plus on remonte dans le début de la formation de l'embryon, et plus on a des formes qui se ressemblent. Et pareil pour d'autres organismes, là, des poulets, des poissons, etc. Donc, on parle de quelque chose qui est une espèce de poisson, qui ressemble un peu à un amphibien, et puis, etc. Et donc, la grande idée desquelles, c'est que l'embryologie, dans le fond, reconstitue la phylogénie. Et alors, l'autre, source d'information dont Haeckel veut tirer parti, c'est la paléontologie, parce que là, maintenant, on sait reconnaître dans différentes périodes du passé la présence de tel ou tel groupe et éventuellement de formes intermédiaires qui permettent de connecter ces différents rameaux. Et donc, Haeckel, dans l'espèce de production absolument fantastique de publication d'ouvrages, publie des tableaux comme celui-là. Donc ça, c'est une phylogénie des vertébrés d'Haeckel qui tient compte des données paléontologiques. Et ça, c'est la même chose pour les plantes. Vous voyez, c'est des gens qui ne s'arrêtent pas à un petit domaine de la biologie. Donc, ils traitent absolument de tout. Et dans le fond, on ne va pas parler aujourd'hui du XXe siècle, mais au XXe siècle, la taxonomie a continué dans cette voie-là, avec en particulier l'apport d'un savant allemand qui s'appelle Willy Hennig, et qui va apporter une technique qu'on appelle le cladisme, qui va permettre de vraiment débrouiller les arbres phylogénétiques en faisant la différence entre des caractères primitifs et des caractères dérivés hérités d'un ancêtre commun qui permettent de façon beaucoup plus rigoureuse que du temps d'Haeckel de créer une classification qui tienne compte de la phylogénie. Alors pour finir, je voudrais quand même dire quelques mots de la façon dont les hommes sont perçus dans tout ça. Alors Darwin avait, de façon très prudente, évité de parler d'évolution humaine dans l'origine des espèces. Déjà, l'ouvrage avait fait énormément scandale, mais il avait laissé ça de côté. Et c'est beaucoup plus tard, en 1871, qu'il va écrire un livre qui s'appelle « La descendance de l'homme », où là, il va carrément y aller avec l'origine de l'homme à proximité des grands singes. Alors d'autres ne vont pas attendre aussi longtemps, en particulier Huxley en Angleterre. Et puis alors Haeckel, lui aussi, évidemment, s'interroge sur l'évolution humaine. Alors il a des idées assez particulières. Vous voyez qu'il fait apparaître l'origine de l'homme dans un continent disparu au milieu de l'océan Indien, qu'il appelle Lemuria. Mais voilà, il fait flèche de tout bois et il tire argument des idées d'un linguiste avec qui il a
une grande affinité intellectuelle qui s'appelle Auguste Schleicher et qui imagine que toutes les langues parlées sur la Terre ont des origines différentes au sein de formes humaines ou préhumaines muettes. Dans le fond, ce qui manque à la fin du XIXe siècle, ce qui manque à tous ces gens-là, je vous ai dit, Darwin, ce qu'il apporte, c'est la sélection naturelle, mais ce qui manque, c'est le mode de transmission des caractères. Donc Lamarck s'est fait démolir avec la transmission des caractères acquis, et dans le fond, ce qui manque, c'est ce qui va arriver au XXe siècle, c'est la génétique. C'est l'ADN, c'est les chromosomes, c'est comment les gènes se transmettent, enfin plutôt comment les caractères peuvent être héréditaires et comment la sélection naturelle va s'exercer, évidemment, sur les caractères du phénotype, mais ça va avoir une influence sur le génome. Alors, ce qui est quand même remarquable, c'est que, en fait, il y a un contemporain de Darwin, qui est ce monsieur, qui s'appelait Gregor Mendel, qui, en fait, va jeter les bases de ce qui va devenir beaucoup plus tard la génétique. Donc, Mendel, c'est un citoyen de l'Empire austro-hongrois de langue allemande qui vit dans une région qui est en Tchéquie aujourd'hui. Alors, je ne sais pas comment il faut définir son identité, mais bon, c'est un moine qui va être ordonné prêtre et qui s'intéresse beaucoup aux sciences. Hein. Donc, il est aussi plus ou moins professeur dans la ville de Brno. Je crois qu'en français, on dit Brune plutôt que Brno. Soit en passant, Brno, gisement paléolithique extraordinaire. Bon. Et donc, c'est un botaniste qui fait des expériences sur la transmission des caractères sur des pois qu'il cultive dans le jardin du monastère. Et dans le fond, la grande découverte de Mendel, c'est qu'il y a des lois de transmission des caractères, qu'il y a des caractères qui sont des caractères dominants, qu'il y a des caractères qui sont des caractères récessifs, qu'on a des premières générations de pois où il y a un caractère dominant, mais que ce caractère dominant ne cache pas complètement la présence d'un caractère récessif qui va réapparaître à la génération suivante. Et dans le fond, ça, c'est la base de ce qui va devenir la transmission des gènes par les chromosomes, telle qu'elle va être vraiment découverte au XXe siècle. Alors, ce qui est très curieux, c'est que dans le fond, il n'y a aucune communication entre ces découvertes de Mendel et puis tous ces gens qui s'intéressent à l'évolution. Le lien n'est pas fait. Même les botanistes eux-mêmes ne font pas le lien entre les deux, même si les idées évolutionnistes ont vraiment pris le dessus à la fin du XIXe siècle. Et donc Mendel, il est cité par des auteurs allemands, mais dans le fond, personne ne comprend vraiment l'intérêt de son histoire de poids, de couleurs différentes, etc. Et c'est assez... enfin, c'est un peu triste, mais dans le fond, les lois de Mendel, enfin la transmission mendélienne des caractères, elle va être redécouverte au début du XXe siècle par d'autres, enfin, qui vont quand même être assez honnêtes pour se rendre compte que quelqu'un d'autre avant eux, au XIXe siècle, avait fait le travail. Donc Mendel va être, si je peux dire, réhabilité, mais voilà. Donc, dans le fond, c'est ce qui va manquer pour compléter le tableau de l'évolution, c'est l'arrivée de la génétique, mais évidemment, on ne va pas en parler. Alors, les hommes là-dedans, il me reste encore quelques minutes, les hommes là-dedans, alors, description des hommes, bon, l'Homo sapiens, c'est dans cette fameuse 10e édition de Systema Naturae de Carl Linné. Et Linné, il inclut les hommes au sein des primates, ce qui était un truc un petit peu... enfin, encore une fois, pour un fils de pasteur, c'était pas évident. Et il reconnaît au sein de Sapiens des sous-espèces. Alors, bon, je vous passe les détails, hein, mais vous voyez, il fait des différences entre toutes ces formes humaines. Et dans le fond, ça, c'est une question qui va beaucoup agiter les débuts de l'anthropologie, quand on va s'intéresser de façon beaucoup plus sérieuse, si je peux dire,
à l'évolution humaine, parce que dans le fond, la question, c'est la multiplicité des formes humaines, alors dans le présent ou dans le passé. Alors il y a un pas important qui est franchi à la charnière entre le 18e et le 19e par Blumenbach. Et Blumenbach, c'est quelqu'un qui commence à faire vraiment de la craniologie, à mesurer les crânes, à comprendre comment on peut différencier des formes anatomiques sur l'os. Et quand même, Blumenbach, c'est le premier qui, dans le fond, fiche en l'air toutes les histoires d'Homo sapiens americanus, ou je sais pas quoi, Nocturnus, Monstruosus, etc. Et donc, Blumenbach, une de ses grandes contributions, c'est quand même de montrer que tous les hommes vivants, ils appartiennent à une seule espèce, qui est l'Homo sapiens. Mais reste quand même, et ça c'est un débat qui va être présent tout au long alors qui s'enracine au XVIIIe siècle, mais qui va continuer pendant tout le XIXe et le XXe siècle, c'est dans le fond d'expliquer la diversité des hommes actuels. Qu'est-ce que c'est que cette... Pourquoi il y a des hommes qui ne se ressemblent pas dans différentes régions du monde? Et en fait, avant même la découverte de l'évolution, enfin, il faudrait remonter très très loin, même avant le XVIIIe siècle, il y a un débat pour savoir si la diversité des hommes actuels, dans le fond, elle s'explique par des origines séparées des groupes humains actuels, ce qu'on appelait des races. Et ça, c'est l'idée des polygénistes, ou s'il y a une origine commune de tous les hommes actuels, et que, dans le fond, les différences qu'on observe, c'est, entre guillemets, de l'évolution. Alors, à l'époque, on disait de la dégénérescence, c'était pas très sympa pour certains groupes humains, parce qu'évidemment, il y avait une hiérarchie des races. Donc, il y en avait qui avaient mal tourné, si je peux dire. Mais il y a ce débat qui préexiste, dans le fond, à l'essor de l'anthropologie. Et il faut bien garder en tête une chose, c'est que, dans le fond, même s'il y a des arguments scientifiques qui sont utilisés, le grand débat entre les monogénistes et les polygénistes tient au fait que dans la Bible, il n'y a pas de problème. La Bible, elle est monogénique à fond. C'est-à-dire que dans la Bible, c'est Adam et Ève qui sont les parents de tous les hommes. D'accord ? Donc la Bible est clairement monogénique. Et on va avoir, dans cette opposition entre monogénisme et polygénisme, et bien dans le fond, une opposition entre... Alors c'est un petit peu curieux à dire aujourd'hui, mais dans le fond, il y a des progressistes, entre guillemets, qui sont plutôt polygénistes. Et en particulier, c'est le cas des premières grandes sociétés anthropologiques, comme la Société d'anthropologie de Paris, la Anthropological Society of London, qui d'ailleurs, la création de la Société anthropologique de Londres, c'est le fruit d'une scission de la société d'ethnologie qui existait avant, entre monogénistes et polygénistes. Et dans le fond, ces polygénistes, ils prennent pour modèle la société d'anthropologie de Paris qui est, disons-le, qui est antichrétienne, anticléricale. Donc c'est, si vous voulez, c'est la gauche du XIXe siècle qui est polygéniste, qui est raciste en fait. Et ce qui est, enfin, du point de vue philosophique et épistémologique, c'est quand même intéressant de penser que, au final, au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, parce que cette histoire va continuer à se poursuivre pendant tout le XXe siècle avec des modèles d'évolution humains polycentriques, multirégionaux, etc. Et bien dans le fond, c'est quand même les monogénistes qui vont l'emporter à la fin, c'est-à-dire l'origine commune récente de tous les hommes. Et donc, ils ont eu raison, enfin, ils ont emporté le morceau, mais pour de mauvaises raisons. D'accord ? C'est-à-dire, dans le fond, c'est parce qu'ils croyaient à la Bible qu'ils étaient monogénistes pour la plupart. C'est le cas en particulier d'Armand de Quatrefages, qui était un de ces anthropologues de la fin du XIXe siècle. Donc Quatrefages, il est monogéniste.
mais il ne croit pas à l'évolution, en tout cas des hommes. Et pourquoi? Tout simplement pour cette raison, cet arrière-fond religieux qui est toujours présent. Un mot de Darwin. Donc Darwin, qui s'intéresse à ces débats entre polygénistes et monogénistes. Donc très clairement, dans La descendance de l'homme, Darwin dit il y a une origine commune de tous les hommes actuels. Et alors, il dit quand même que peut-être qu'ils n'appartiennent pas tous à la même espèce, hein, mais donc il a cette idée quand même qu'il y a une origine commune. Et pour lui, l'origine commune, c'est quelque part en Afrique. C'est quand même une belle préscience de ce qui allait se passer longtemps après. Pourquoi? Parce que voilà, les grands singes africains, pour Darwin, c'est ce qu'il y a de plus proche dans la nature actuelle des hommes actuels. À partir du milieu du XIXe siècle, juste pour compléter le tableau, on commence à trouver des hommes fossiles. Et donc ces hommes fossiles, ce n'est pas des Homo sapiens. Alors ce n'est pas des Homo troglodytes, monstruosis, etc. Mais on voit bien quand même, ce n'est pas des êtres imaginaires. On a leurs ossements et il faut les nommer. Et donc première découverte d'hommes fossiles différent des hommes actuels, eh bien, c'est Néandertal en 1856. Donc des carriers qui démolissent une petite grotte, mettent au jour un squelette, en fait, incomplet. Alors, ils pensent au début que ce sont des ossements d'ours. Ils vont donner ça à un enseignant du coin. Fulroth, et puis voilà, il va y avoir tout le débat qui va être lancé sur l'existence d'une forme humaine différente. C'est un débat qui va durer plus d'une génération, parce que dans le fond, beaucoup d'esprits ne sont pas prêts à accepter cette notion qu'il y a eu des hommes différents de nous dans le passé. Et c'est en fait grâce à la découverte d'autres fossiles, comme par exemple le fossile de Gibraltar, Forbes Quarry, qui est une carrière qui est à Gibraltar, qui en fait est antérieure à Néandertal, mais bon, ce crâne il est resté dans un tiroir pendant assez longtemps, et donc il va être réexhumé par un géologue anglais qui s'appelle Busk, et qui va dire, mais dans le fond, ce crâne, ça ressemble terriblement à cet homme de Néandertal qui a été trouvé en Allemagne, et de fil en aiguille, on va finir par reconnaître l'existence d'un type humain complètement différent, en particulier grâce aux découvertes d'autres néandertaliens en Belgique, et entre-temps, un naturaliste anglais qui s'appelle King va proposer le terme Homo neanderthalensis, et donc c'est la première espèce d'homme fossile qui va être nommée, et d'ailleurs ce terme a survécu jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde n'est pas d'accord sur le fait qu'Homo neanderthalensis c'est une autre espèce, mais c'est une autre histoire dont on parlera plus tard. Donc on a une première espèce différente d'Homo sapiens qui est découverte, et puis au XXe siècle, enfin à la charnière à la fin du XIXe et au début du XXe, on va trouver de plus en plus d'autres hommes fossiles, alors qui non seulement ne sont pas des Homo sapiens, mais qui peut-être ne sont pas même des représentants du genre Homo. Vous vous souvenez cette différence que Linné avait fait entre les genres, les espèces, etc. Alors le premier d'entre eux, c'est le fameux pithécanthrope de Java. Donc ce pithécanthrope, il est découvert par une émule de Haeckel. Vous vous souvenez, le continent, les Murias, etc. Donc Dubois part avec femme et enfants en Indonésie, enfin ce qui s'appelait les Indes néerlandaises à l'époque, à la recherche de ce que Haeckel avait déjà appelé Pithecanthropus. Pithecanthropus, l'homme singe, donc c'était le chaînon manquant. Vous savez, c'est des gens qui étaient vraiment assez, j'allais dire, radicaux dans leur recherche des preuves de l'évolution. Et donc, un peu miraculeusement, Dubois va trouver ce fossile qu'il appelle Pithecanthropus erectus, donc l'homme singe qui marche debout.
Alors ce Pithecanthropus erectus, il ne va pas survivre, si je peux dire, au XXe siècle, puisqu'on va finalement quand même le rentrer dans le genre Homo. Donc on parle d'Homo erectus aujourd'hui, on ne parle pas de Pithecanthropus, mais ça n'est que partie remise. Dans les années 20, on commence à trouver les premiers australopithèques en Afrique du Sud. Alors là, c'est plus Pithecanthropus, c'est Australopithecus, hein, donc le singe austral. Et là, pour le coup, on a une créature qui est tellement différente des hommes, tels qu'on les imagine, tels qu'on les connaît, qu'on est bien obligé, alors ça prend aussi un peu de temps, mais on va accepter donc l'existence de genres d'hominines qui sont différents du genre Homo, et pendant tout le XXe siècle, donc on va enrichir constamment cet arbre que je vous ai montré au début de mon exposé, avec non seulement donc, la découverte d'espèces nouvelles, la découverte de genres nouveaux au sein des hominines, mais surtout la preuve que ces genres et ces espèces eh bien, ont été parfois contemporains les uns des autres, et donc qui ne s'organisent pas en une sorte de suite linéaire, mais plutôt comme un arbre avec des rameaux contemporains. Et donc dans les prochaines leçons, on discutera des rameaux de l'arbre et de savoir si vraiment ce sont des espèces ou pas. Je vous remercie.